Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du dernier avion de combat russe, le Sukhoi 57 Felon. Le Felon, c'est le dernier chasseur développé par la Russie dans le but d'entrer dans le club très fermé des pays disposant d'avions furtifs. De l'avis des officiels russes, c'est qu'il s'agit d'un avion meilleur que le F-22 Raptor américain. Alors, si l'on peut naturellement y voir un discours de fierté patriotique dans ces déclarations, se pourrait-il qu'il le soit sur certains points? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette vidéo. On va d'abord parler de la genèse du Sukhoi 57. Avec la chute de l'Union soviétique, l'industrie aéronautique russe a traversé une longue période dans les années 90 où tous les programmes étaient retardés, voire annulés par manque de financement. Ainsi, des avions comme le Sukhoi 34 que l'on voit aujourd'hui en Ukraine et qui a été conçu à la fin des années 80 n'a pu être poursuivi qu'à partir des années 2000. Mikoyan a tenté de poursuivre l'évolution de son MiG-29 mais avec peu de débouchés à l'export. Jusqu'à que tout récemment, la Russie annonce que visiblement ils avaient l'intention d'acquérir des MiG-35 supplémentaires qui est une version améliorée du MiG-29. Toutefois, le MiG-35 semble avoir pas mal de déboires techniques et il semble ne pas être vraiment au point. Quant à Sukhoi, le Sukhoi 27 a lui aussi été développé avec toutefois, lui, un succès non négligeable à l'export, ce qui a permis de financer des versions plus modernes et notamment des versions acquises par la Russie, à savoir le Sukhoi 30 SM par exemple, à la suite grâce notamment à l'Inde, qui avait exigé une version qui voyait le remplacement de la plupart des systèmes russes par des équipements occidentaux tels que des bus de transfert de données, le viseur tête haute ou encore les centrales inertielles qui provenaient de Thales ou encore de Sagem. On a donc assisté dans les années 2000 à l'entrée en service du Sukhoi 30 dans l'armée russe avec des équipements occidentaux, ce qui est assez peu connu du grand public, notamment le viseur tête haute qui est le même que le Rafale. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, les sanctions économiques ont fait que la Russie avait beaucoup plus de mal à maintenir en service ses équipements et à progressivement créer des versions de Sukhoi 30 avec des équipements russes. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Russie n'était-elle plus en capacité de créer ses propres systèmes? Bien, en fait, c'est une conséquence directe de la perte de compétences des années 90. Avec les restrictions budgétaires, les ingénieurs les plus compétents avaient déserté la Russie et notamment le secteur aéronautique et technologique. On verra que cela a aussi un impact sur les Sukhoi 57 actuels. C'est pourquoi il est important de connaître ce contexte. Dans les années 90, Mikoyan et Sukhoi ont tenté de concevoir sur leurs fonds propres des prototypes d'avions de combat de 5e génération afin d'essayer de débloquer des crédits. Sans succès. Le MiG-144 et le Sukhoi 37, plus tard dénommé Su-47, n'ont pas réussi leur pari. Si le Su-47 a été utilisé comme banc d'essai pendant quelques années, le MiG-144 n'a lui volé que 2 fois avant que tout soit arrêté, l'avionneur ne pouvant continuer le financement. Le Sukhoi 47 avait des caractéristiques très prometteuses avec son aile en flèche inversée qui lui offrait pourtant une agilité excellente tout en réduisant drastiquement la traînée. Il a ensuite servi de banc d'essai pour la soute à missiles du Sukhoi 57. Le Sukhoi 57 est un concept de Sukhoi opposé à MiG, donc à Mikoyan. Mikoyan a ensuite été associé pour fabriquer quelques parties de l'avion. Dès le départ, la Russie a essayé d'associer un partenaire étranger à ce programme, dénommé PACFA, à savoir l'Inde, dès 2008, afin de partager la facture. Les négociations ont été longues et difficiles, mais la Russie ne voyait pas d'un bon œil que l'Inde produise l'avion et acquiert des technologies sensibles, et a constamment freiné une participation plus poussée. En 2018, l'Inde se retire purement et simplement du programme. Les raisons sont aussi liées à l'avion lui-même qui n'a pas convaincu l'Inde. L'avion ne répondait pas aux performances qu'elle exigeait et répondait davantage aux besoins russes sans que les exigences indiennes aient été prises en compte,
mais les déboires techniques sont aussi une autre raison. On va parler maintenant du développement. Le Su-57 a eu un développement difficile. Le premier prototype a volé le 29 janvier 2010. Plusieurs prototypes étaient destinés à des tests au sol et au système d'armement. Alors même que tous les prototypes n'étaient pas encore sortis, on découvrit à la suite d'un salon de l'aéronautique de Moscou, le MAX, que l'avion avait des fissures de fatigue à plusieurs endroits au point où il ne put même pas repartir du salon par ses propres moyens. La cellule n'était pas suffisamment robuste et les ingénieurs ont dû, dans l'urgence, renforcer la structure en plusieurs endroits de l'avion. Cela a induit une augmentation non négligeable de la masse, rendant l'avion sous-motorisé par rapport à ce qui était initialement prévu. La motorisation, justement, allait poser aussi problème. L'AL-41F est une version boostée de l'AL-31FP qui équipe le Sukhoi 30. Un moteur qui n'est déjà pas beaucoup réputé pour sa fiabilité. On sait que l'Inde se plaint régulièrement de problèmes de disponibilité et de fiabilité de ses moteurs sur ses Sukhoi 30 MKI. Un Sukhoi 57 a d'ailleurs dû interrompre une démonstration en vol lors d'un salon MAX suite à une défaillance d'un moteur au décollage. La L41F offre une poussée de près de 16 tonnes à post-combustion et ne représente pas en plus le moteur définitif du Sukhoi 57. Il s'agit en fait d'une solution palliative en attendant le moteur Isdelai 30 qui devrait offrir plus de 17 tonnes de poussée. Oui, mais voilà, le motoriste n'arrive pas à corriger les problèmes de ce moteur et la Russie a fini par commander un premier lot de Sukhoi 57 en 2015 avec des moteurs AL41F. Mais cela traîne tellement qu'en 2018, il est même annoncé que la production en série de l'avion est reportée jusqu'à ce que les problèmes du motoriste soient enfin résolus. En 2023, il semble que ce ne soit toujours pas le cas, même si quelques exemplaires continuent à sortir d'usine à un rythme très lent. En 2024, des annonces semblent être faites comme quoi ce moteur a avancé, mais on n'a toujours aucun élément de preuve qui permet d'attester que ça a réellement avancé, si ce n'est des effets d'annonce. Parlons maintenant de l'aérodynamique du Sukhoi 57. C'est peut-être sur ce point que les ingénieurs ont le mieux réussi leur avion. Quand on regarde l'avion, on remarque immédiatement ses caractéristiques furtives. Des entrées d'air qui masquent les aubes de turbine de face, des stabilisateurs verticaux inclinés, des angles identiques au niveau des ailes et des gouvernes. Un élément interpelle toutefois, c'est l'absence de furtivité au niveau des tuyères des réacteurs. Cela montre qu'à la différence du F-22, l'avion n'est pas furtif sous tous les angles, mais est davantage optimisé pour être furtif de face. Alors ce qu'il faut relativiser aussi, c'est que on attend du moteur Isdelai 30 d'avoir une tuyère qui soit plus furtive. Les Russes ont eu l'occasion de récupérer des débris du F-117 américain qui avait été abattu en Serbie, ce qui leur a permis d'étudier et de reproduire des matériaux absorbant les ondes radar, ce que l'on appelle les RAM, Radar Absorbent Materials. Et le Sukhoi 27 en est pourvu à plusieurs endroits sensibles de l'avion pour réduire sa signature radar. Du point de vue de la manœuvrabilité, les ingénieurs russes ont réussi à faire un avion exceptionnel. Il est évident que l'avion est plus manœuvrable que le F-22, notamment grâce aux tuyères orientables sur 360 degrés, alors que le F-22 ne peut le faire que vers le haut et vers le bas. Une des caractéristiques qui attire également sur l'avion est l'énorme volet devant les entrées d'air qui s'abaisse ponctuellement. À quoi peuvent donc servir ces volets qui ressemblent à de gros becs de bord d'attaque ? Quand on observe l'avion, on constate que son fuselage a été dessiné pour agir comme une aile. Ces volets permettent donc d'optimiser le flux d'air sur le dessus du fuselage et d'améliorer de manière significative la création de portance à basse vitesse et aux forts angles d'attaque. Mais cela a aussi une action qui aide l'avion à abaisser son nez lors de manœuvres à fort angle d'attaque, aidant ainsi à la récupération de l'avion aux forts angles d'attaque. Ce qui est clair, c'est que l'action de ces commandes a un impact négatif sur la furtivité,
Mais leur utilité s'exprime surtout en combat aérien, là où la furtivité n'a alors plus trop d'intérêt. Les ingénieurs russes ont mis l'accent sur la manœuvrabilité de l'avion, considérant que ça devait être un élément de supériorité face au F-22. Mais pour cela, il faut déjà que le Sukhoi 57 parvienne à s'approcher suffisamment pour en tirer parti. Abordons maintenant les radars du Sukhoi 57. Oui, j'ai bien dit les radars et pas le radar. Là où les ingénieurs russes ont fait preuve d'innovation sur cet avion, c'est dans son potentiel de détection. La tendance est au radar AESA, c'est-à-dire les radars à antenne électronique active, qui offrent de bien meilleures performances de détection d'objets, notamment à faible signature radar, comme les missiles de croisière, tout en augmentant drastiquement la portée de détection par rapport pour des avions classiques. L'agilité du balayage est accrue grâce à la capacité du radar à diriger précisément le balayage sur certaines portions d'espace, et le fonctionnement sur plusieurs bandes de fréquences permet de réduire leur exposition au brouillage radar. Le Sukhoi 57 est donc équipé d'un radar AESA dans son nez qui lui offre une grosse puissance d'émission et donc une excellente portée en théorie. On parle d'environ 400 km, mais cela reste à confirmer. Souvent les expressions russes sur ces points-là se montrent un peu trop optimistes par rapport à ce qui est confirmé après plus tard. Ce sont juste des éléments théoriques. Mais chose unique, 2 radars AESA sont également disposés sur les joues de l'avion pour balayer sur les côtés. C'est la première fois que l'on voit un tel dispositif et cela permet des capacités qu'aucun autre avion n'est capable. Non seulement ça améliore la couverture de détection, mais pas seulement. Quand un avion tire un missile à guidage radar de type AIM-120 AMRAAM ou un MICA, le pilote doit alors garder sa cible dans le volume de son radar pour guider le missile durant une partie de son vol. Mais il doit veiller à ne pas trop s'approcher de la cible au risque de s'exposer également à un tir de sa part. C'est pourquoi il ralentit généralement après le tir et s'écarte vers la gauche ou vers la droite de 60 voire 70 degrés, juste assez pour mettre sa cible dans le coin du radar. Mais il se rapproche tout de même. Le gros avantage des radars latéraux du Sukhoi 57 est que ça permet de continuer à suivre la cible en ayant viré de 150 degrés et non plus de 70 degrés. Et donc de commencer à s'éloigner immédiatement après le tir. Aucun autre avion actuellement en service, ni même en projet actuellement, ne dispose d'une telle capacité. Le seul autre avion où on aurait peut-être identifié des radars latéraux comme ici serait le J-20 chinois. Il est également supposé que le Sukhoi 57 soit équipé d'un radar à l'arrière, sans qu'on sache vraiment s'il s'agit d'un radar ou d'un brouilleur. Les choses là-dessus ne sont pas très claires. Mais leur ingéniosité ne s'arrête pas là. Ils ont aussi ajouté 2 autres radars à un endroit totalement inhabituel, dans les bords d'attaque des ailes. Et autre surprise, ces radars fonctionnent dans une bande de fréquence différente des 3 autres radars que nous venons de voir. Les 3 radars que l'on a dans le nez et sur les joues de l'avion fonctionnent en bande X, ce qui est assez courant pour ce type de radar, alors que ceux des bords d'attaque fonctionnent en bande L. Pourquoi utiliser des radars en bande L ? Eh bien là encore, c'est très ingénieux. Les avions furtifs américains actuels comme le F-22 ou le F-35 sont optimisés pour être furtifs face à des radars qui permettent de guider des missiles sur des avions, et ces radars sont généralement en bande X, car c'est cette bande de fréquence qui permet d'obtenir une précision suffisante pour le guidage. Les Russes ont donc conclu qu'ils n'étaient pas optimisés pour les bandes L. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les systèmes SAM de dernière génération comme le S400 ont un radar à bande L qui, en théorie, est plus performant pour détecter les avions furtifs. Les radars de bord d'attaque en bande L permettraient donc de détecter les avions furtifs à des distances bien plus grandes
que les radars en bande X. Certes, la précision serait moindre, mais cela permettrait aux pilotes d'avoir déjà conscience de leur présence avec une précision qui serait suffisante. Autre avantage, la plupart des dispositifs de brouillage qu'utilisent les avions de combat actuels ne couvrent pas la bande L. Seuls les avions tels que le EA-18G Growler auraient une capacité de pouvoir brouiller ces types de radars en théorie. Ce qui veut dire que les Russes ont équipé le Sukhoi 57 d'un radar qu'aucun autre avion de combat ne peut brouiller. Donc sur le papier, le Sukhoi 57 a des capacités de détection inégalées, permettant de contourner la furtivité et la rendant peut-être même caduque. J'ai toujours dit qu'un avantage technologique finit toujours par être contourné un jour ou l'autre. On assiste peut-être aujourd'hui à un tournant. De nombreux pays s'équipent de F-35, mais si la furtivité est réellement défaite avec ce type de combinaison de radar entre la bande X et de la bande L, l'investissement en vaut-il la chandelle ? Personnellement, je n'en suis pas certain. Le NGAD et le SCAF devront donc prendre en compte cela dans le profil de leur appareil. C'est évident, si l'on veut que son efficacité perdure dans le temps et qu'il ne soit pas dépassé avant même que le prototype ne vole. Mais il y a un mais dans cette association de radars. 5 radars qui fonctionnent ensemble, cela nécessite une puissance électrique énorme, même si les radars en bande L sont moins énergivores que les radars à bande X en pratique. Sans compter la puissance de calcul nécessaire pour fusionner toutes ces données. Et là, on en revient à ce que je disais précédemment. Les Russes ont pris un retard considérable dans la fabrication des puces électroniques. On estime actuellement que leur retard est de l'ordre de 15 ans si l'on en juge par les puces que fabriquent actuellement en 2023 les sociétés électroniques russes. Ça les rend donc dépendants des puces modernes américaines, taïwanaises et sud-coréennes. Et avec la guerre en Ukraine, la Russie s'est fermée à ce marché et a aujourd'hui énormément de difficultés à s'approvisionner là-dessus. Elle s'est donc tournée vers la Chine pour équiper ses Sukhoi 35, les hélicoptères Ka-52 et Mi-28, et on a déjà eu des retours que des dysfonctionnements électroniques se multiplient sur ces avions et hélicoptères dotés de composants chinois. La qualité n'est pas au rendez-vous, mais surtout la Chine n'a aucun scrupule à faire payer au prix fort de la camelote à la Russie. C'est du commerce. Quand on dit que la Chine aide la Russie, en réalité, la Chine a très bien compris que la Russie était en position de faiblesse, et elle en profite. Et elle a tout intérêt à rendre la Russie dépendante d'elle, car elle regarde sur le long terme, et envisage d'acquérir des technologies russes dans des domaines où elle est encore en retard, notamment le domaine de la motorisation aéronautique. Si le Sukhoi 57 est donc une magnifique plateforme radar sur le papier, on peut néanmoins exprimer certains doutes sur les réelles capacités pour tirer parti au mieux de ce système. On va parler maintenant de la détection infrarouge sur le Sukhoi 57. Les avions emportent des systèmes qu'on appelle IRST, des systèmes de recherche et de poursuite sur le spectre infrarouge depuis près de 40 ans. Ils ont donc une réelle compétence dans le domaine. L'avantage d'un tel système est que cela permet de détecter un avion par la chaleur qu'il dégage à plusieurs dizaines de kilomètres. Là où on avait des portées de détection de l'ordre de 10-20 km dans les années 80, on estime qu'aujourd'hui, on peut détecter un avion à 80 km dans certaines conditions. Là, on prend des conditions avec un avion vu de derrière qui nous montre sa source de chaleur et sans nuage entre la cible et le détecteur qui pourrait faire obstacle. Clairement, il s'agit d'un moyen de contourner la furtivité radar. Le Sukhoi 57 ne déroge pas à la règle et est aussi équipé d'un IRST en secteur frontal. Mais pas seulement. Le F-35 a introduit des capteurs infrarouges qui observent l'avion sur 360 degrés pour détecter automatiquement des avions et des tirs missiles, notamment dans le spectre ultraviolet. Le Sukhoi 57 dispose aussi de boules électroniques
à cette fin équipés de brouilleurs laser pour aveugler les missiles en approche. On va parler maintenant de l'armement du Sukhoi 57. La caractéristique la plus importante du Sukhoi 57 est de pouvoir emporter son armement en soute, ce qui ne dégrade pas ses caractéristiques de furtivité. 2 soutes latérales permettent d'emporter chacune un missile R-74 M2 à guidage infrarouge, qui est la version améliorée du R-73. Sous le fuselage, l'avion dispose de 2 soutes permettant d'emporter jusqu'à 8 missiles R-77 à guidage radar actif, l'équivalent de l'AMRAAM américain, ou encore des R-37 dont la portée atteindrait, en théorie, 400 km. Il peut emporter des missiles de croisière et d'autres armements air-sol sous les ailes. On va parler maintenant un peu du Sukhoi 57 en Ukraine. Il a été officiellement annoncé que le Sukhoi 57 avait participé à des missions en Ukraine sans que l'on n'en sache vraiment la teneur. Il est très peu probable que la Russie se soit risquée à les engager au-dessus du territoire ukrainien, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'on sait que l'avion n'est pas pleinement opérationnel, mais aussi parce que des doutes sont apparus sur la furtivité réelle de l'avion. On a notamment vu des images officielles sur lesquelles on pouvait voir les vis et les rivets sur l'aile qui étaient clairement visibles. Quand on sait l'alliage utilisé pour les vis, il est clair que leur visibilité dénote une réflexion importante face au radar. Pourquoi faire autant d'efforts sur la forme furtive si c'est pour la gâcher avec de telles erreurs de fabrication ? Toutefois, on peut faire remarquer que certains modèles sur lesquels on a observé ces vis sont des modèles de test et qui ne sont pas forcément des avions destinés à être représentatifs de l'avion final. Donc, si c'est un avion qui est utilisé pour tester uniquement les systèmes de l'avion, il n'y a pas d'intérêt à peaufiner ses caractéristiques furtives vu que c'est uniquement pour des tests. Toutefois, l'utilisation du Sukhoi 57 en Ukraine pose question. Ça jette encore plus le trouble sur la confiance que les militaires russes ont réellement dans cet avion. La production ne cesse d'être retardée, les militaires semblent même vouloir privilégier des Sukhoi 35, dont bon nombre d'équipements sont similaires au Sukhoi 57, mais sur une plateforme éprouvée et moins chère. Mais les Russes ne voudraient-ils pas que l'on continue de croire à des capacités fantasmées de leur avion ? Ça pourrait aussi être une raison. L'Algérie s'est portée volontaire pour acquérir le Sukhoi 57. Si ces réelles capacités décevantes étaient découvertes en Ukraine, cela pourrait priver la Russie de contrats à l'export et donc de rentrées d'argent. D'autant plus à une période où la Russie, sous les sanctions, a déjà beaucoup de mal à trouver des clients à l'exportation. Alors que pour l'instant, seul l'Iran a confirmé vouloir acquérir des Sukhoi 35 et non pas encore des Sukhoi 57. Alors que si l'avion était réellement aussi furtif que les Russes le disent, il pourrait être utilisé pour mettre à mal le réseau de défense solaire ukrainien et aider à obtenir la supériorité dans le ciel. Or, il n'en est rien. Et le faible nombre d'avions disponibles n'aide pas non plus. En conclusion, le Sukhoi 57 est-il aussi dangereux que les Russes le prétendent ? Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de points qui laissent entrevoir des performances bien en deçà de ce qui était attendu. Le retrait des Indiens est un message fort dans le manque de confiance qu'ils accordaient à l'avion. Au final, ils ont préféré acquérir le Rafale, car il était suffisamment mature. Côté furtivité, là encore, des éléments viennent jeter le doute sur ses réelles qualités furtives, même si de face, il sera plus furtif qu'un Rafale du fait de l'emport d'armement en interne. Néanmoins, sa manœuvrabilité est exceptionnelle comme on peut le voir dans certaines démonstrations en vol, les salons aéronautiques, et lui permettrait en théorie de dominer n'importe quel opposant. Pour ce qui est du F-22, c'est difficile à dire. Oui, le Sukhoi 57 tourne mieux dans les virages, mais cela lui fait énormément dégrader sa vitesse et en combat tournoyant, quand on n'a plus de vitesse, on devient vulnérable. Il faut donc être capable d'accélérer rapidement. Il faut avouer que même s'il ne dispose pas de ses moteurs définitifs, il accélère plutôt pas mal. Mais pas autant que le F-22.
Cela dit, s'il parvient à tirer le premier et à faire mouche, c'est suffisant. Et sur ce point, il dispose d'un avantage face au F-22, le viseur de casque. Et oui, le F-22 n'a pas de viseur de casque pour l'instant. Du moins pas encore. Mais une modernisation est d'ailleurs prévue à l'avenir sur le F-22 qui devrait l'ajouter. Les deux avions sont différents dans la façon de les employer. Le F-22 est conçu pour rester à distance, pour capitaliser sur la furtivité, là où les Russes veulent plutôt la contourner, quitte à entrer en combat tournoyant, c'est-à-dire en dogfight. Les radars du Sukhoi 57 permettront-ils de détecter les avions furtifs de plus loin ? Sur le principe, on serait tenté de dire oui. Toutefois, on a des cas de S-400 frappés directement en Ukraine qui laissent planer le doute sur la réelle efficacité des radars russes en bande L. Donc difficile de répondre à cette question pour l'instant. Le plus inquiétant est plutôt la capacité à l'avenir à continuer de développer cet avion dans un contexte de sanctions internationales qui limitent fortement son accès à certains composants essentiels, sans compter la fuite des cerveaux qui a déjà eu lieu vers l'étranger. L'aviation russe va donc continuer à se baser sur les Sukhoi 30, Sukhoi 34, Sukhoi 35, mais avec des cadences de production qui sont toutefois relativement faibles. Selon moi, la Russie est aujourd'hui sur le point d'être hors jeu. Le pays qu'il faut regarder avec plus d'attention sur le plan des évolutions aéronautiques, ça n'est pas la Russie, c'est la Chine, qui a fait des progrès considérables avec les J-16 ou encore le J-20, dont il faudra que je vous parle un de ces jours en vidéo, car la stratégie chinoise est intéressante à comprendre dans la fabrication et surtout dans la conception de ces avions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à poser vos questions en commentaire. J'y réponds généralement un maximum. Pour terminer, je vais vous passer une vidéo de la démonstration du Sukhoi 57 lors du MAX 2021 afin que vous puissiez juger un peu des capacités de manœuvre de cet avion. Lors de cette vidéo, je vous invite à avoir un regard plus particulier sur la façon dont bougent les gouvernes, notamment les becs de bord d'attaque que l'on a au niveau des entrées d'air, ainsi que les tuyères des moteurs pour juger en fait de la façon dont fonctionnent les commandes de vol de l'avion dans ses manœuvres et surtout la capacité de manœuvre qui est dans certains cas assez surprenante de cet avion. À bientôt. Concernant le bruit que peut faire le Sukhoi 57, qui est assez impressionnant, cette espèce de sifflement, souvent on pose la question à quoi est dû ce bruit. En fait, il est dû au sifflement de l'air au niveau des entrées d'air qui sont assez typiques à cet avion, qui crée en fait ce sifflement.
звучит колокол в исполнении Сергея Богдана на Су-57. Пошло движение хвоста, обороты. Держит тяжелую машину и выход на форсированный разворот. Обратный курс нас загнает. Авиационный комплекс пятого поколения во многом превосходит современные самолеты данного класса. Разгон скорости и вираж на Су-57. Сергей Леонидович освоил 59 типов и модификаций самолетов. Более 30 лет летает на испытания. Более 21 года испытывает опытные серийные образцы боевых самолетов компании «Сухой». Общий налет около 7000 часов. Налет на маневренных самолетах и истребителях более 6700 часов. И на испытаниях налетал порядка 5000 часов. В 2011 году указом президента Сергея Богдана присвоено звание Героя Российской Федерации. И сейчас с малого круга он заводит Су-57 на посадку справа от вас, если стоите лицом к взлетно-посадочной полосе. Ориентируем на посадке. Касание. И укороченная посадка. Сергей Богдан. Ваши аплодисменты.